We have never ever seen in a conflict so many children killed, so many health workers killed, so many journalists killed, so many UN staff killed in such a short period. And on top of that, we are also witnessing a looming man-made starvation and famine. People are desperate and the tensions are high, and there is a complete breakdown also of civil order. La guerre Israël-Hamas entame son 6e mois. Nous sommes le 7 mars. Tout a commencé le 7 octobre. Et la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza ne fait que s'aggraver d'heure en heure, de jour en jour, alors que des enfants commencent à mourir de faim. On a vu des images insoutenables cette semaine. Et en plus des morts, l'angoisse et les conséquences psychologiques des combats hantent aussi bien les Gazaouis que les Palestiniens des autres territoires. Je pense évidemment à la Cisjordanie. Alors que l'aide humanitaire tarde, le président Biden devrait annoncer ce soir, lors de son discours sur l'état de l'Union, la construction d'un port dans la bande de Gaza à des fins humanitaires, parce que le largage ne semble pas suffire. 38 000 aujourd'hui, plats qui ont été largués, sont 2 millions là-bas. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure avec la psychiatre pour Médecins sans frontières, la pédopsychiatre, dis-je, Audrey McMahon, que j'ai joint en Cisjordanie. Docteur McMahon, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes en Cisjordanie, territoire occupé où se côtoient Palestiniens et les Juifs des différentes colonies. Votre clientèle, essentiellement, c'est des enfants, des adolescents. Or, cette semaine, ici, en tout cas, on a vu des images d'enfants qui meurent de faim dans Gaza. Est-ce que ça se rend jusqu'à vous, jusqu'à vos patients? Pour l'instant, MSF, on a dû évacuer les hôpitaux du nord de Gaza suite à des attaques sur les hôpitaux, sur nos cliniques où on travaillait. Donc maintenant, on est surtout dans le sud de la bande de Gaza. On a des enfants qui commencent qui ont de la dénutrition aussi dans le sud, mais c'est surtout au nord, les cas les plus graves, où il y a un manque total d'accès à l'aide humanitaire depuis plusieurs semaines et mois déjà. Mm-hmm. Mais chez vos patients en Cisjordanie, est-ce que ces enfants, ces adolescents vivent dans la peur de la guerre, dans la peur tout court, en voyant ce qui se passe à Gaza? Oui. En fait, en Cisjordanie, depuis le mois d'octobre, on a un revirement assez drastique. Il y avait déjà des conditions très, très difficiles depuis des années. Mais on a une augmentation marquée de la violence, une augmentation marquée de la violence des colons envers les Palestiniens. Les enfants décrivent beaucoup, beaucoup de peur. Des fois, ont peur de se rendre à l'école. Des fois, n'arrivent pas à se rendre à l'école parce que les routes sont bloquées, parce qu'ils doivent passer à certains checkpoints. Il y a beaucoup d'humiliation. Ils décrivent un sentiment d'anxiété constante. Il y a énormément d'insomnie chez nos patients aussi. Et ce qu'on entend beaucoup, et je dirais depuis la menace d'attaque sur Rafah, donc depuis environ 3 semaines, autant à Gaza qu'en Cisjordanie, on entend les Palestiniens nous dire qu'ils se sentent abandonnés par la communauté internationale, puis ils commencent à se questionner sur la question d'appartenance à la communauté humaine. Et ça, c'est les mots qu'eux-mêmes utilisent. Oui, c'est une très, très grande détresse. Vous avez évoqué l'aide humanitaire. Bon, aujourd'hui, les États-Unis disent avoir largué 38 000 repas, mais ils sont 2 millions. Alors, évidemment, ça fait ça fait pas de différence au fond. Et comme votre organisation travaille auprès de cette population-là affamée, menacée aussi de mort, quel est l'état d'esprit de votre équipe qui travaille sur le terrain? Comment tenter de changer les choses quand tu n'as pas les moyens de les changer? Mm-hmm. Honnêtement, notre équipe à Gaza est essentiellement faite de Gazaouis. Ils sont épuisés. Ça fait des mois qu'ils ne dorment pas, qui eux-mêmes ont de la difficulté à avoir accès, à répondre à leurs besoins de base. Donc, eux-mêmes n'ont pas nécessairement d'eau, n'ont pas nécessairement de nourriture. La majorité ont été déplacés plusieurs fois. Et donc, ils travaillent dans ces conditions. Ils ont les mêmes besoins que la population locale. Donc,
La seule chose qu'il faut, sincèrement, c'est un cessez-le-feu. On le répète, mais ça prend un cessez-le-feu qui est immédiat et qui est soutenu. Donc, on ne parle pas de pause humanitaire, on parle d'un cessez-le-feu complet et d'une aide humanitaire qui est absolument nécessaire partout à Gaza, surtout au nord en ce moment, et une aide humanitaire qui doit être sans entrave. C'est une question de survie, parce que les gens meurent pas seulement à cause de la guerre, mais maintenant par la famine. C'est incroyable. En même temps, aujourd'hui, le président américain devrait annoncer dans son discours de l'État de l'Union ce soir l'installation au large de Gaza d'un port qui permettrait l'alimentation de la population palestinienne. Est-ce que ça fait écho déjà sur le terrain chez vous? Est-ce que c'est une source d'un espoir, si petit soit-il? La première chose que la population de Gaza a besoin, c'est d'un cessez-le-feu. Et ça prend une participation de tous les États membres pour soutenir ce cessez-le-feu. C'est la seule chose qui va pouvoir aider. L'aide humanitaire, évidemment, elle est nécessaire, mais tant qu'on est sous les bombes, cette aide humanitaire, elle reste très limitée. En même temps, la détermination d'Israël ne faiblit pas. Cependant, plusieurs pays vont reprendre le financement de vos partenaires, peut-être, l'UNRWA, cette organisation humanitaire. Est-ce que ça, pour vous, c'est un geste qui donne aussi, malgré qu'on n'annonce pas de cessez-le-feu, puis que les négociations ne se regardent pas très bien, là, un petit peu d'espoir? Parce qu'on craignait peut-être que l'UNRWA serait complètement anéanti. Non, pour MSF, c'est clair que le retour des fonds UNRWA est absolument nécessaire. UNRWA est l'organisation principale pour soutenir les Palestiniens, les Gazaouis. On sait qu'une grande majorité des Gazaouis sont des réfugiés et donc sont sous les soins de l'UNRWA, que ce soit pour la nourriture, pour l'eau, pour même avoir un abri. Donc, je pense que ça, c'est le minimum de retourner les fonds à UNRWA. C'est une question de survie pour les Palestiniens. Est-ce que vous travaillez beaucoup ensemble, toutes les organisations sur le terrain? En ce moment, il y a, comme on est au-delà de la crise humanitaire, on travaille vraiment en coordination. Donc, les Nations Unies coordonnent l'entièreté. Chacun fait selon ses capacités. Mais encore une fois, nos capacités sont vraiment limitées. MSF, on a dû réduire sans cesse nos activités parce qu'on a dû évacuer déjà Al-Shifa, on a dû évacuer Nasser, plusieurs hôpitaux au nord. Donc, chaque entité, en fait, chaque organisation fait ce qu'il peut là où on a accès. Vous avez travaillé dans des pays sur des terrains hostiles où les situations étaient gravissimes. Je pense à Haïti, le Soudan, même le Sénégal, mais le Soudan et Haïti en particulier, qui vit en ce moment même une crise aussi humanitaire, en plus de la violence. Comment la situation actuelle à Gaza se compare-t-elle à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant? Je pense que chaque contexte est unique. Je pense que ce qui fait que Gaza est malheureusement unique et ce qui fait que c'est extrêmement difficile en ce moment, c'est le siège. Donc, il n'y a vraiment nulle part où aller. Il y a nulle part où aller, il y a nulle part qui est en sécurité. Il y a vraiment constamment, notre staff à Gaza nous dit on ne sait plus où aller. Avec la menace d'attaque sur Rafah, la peur, elle est immense. Et c'est ce qui fait, je pense, de ce contexte, le siège complet, la restriction totale d'aide humanitaire. Dans les autres contextes, en général, l'aide humanitaire, elle est quand même permise. Et vous, en terminant, comment allez-vous? Comment on tient le coup dans des situations pareilles? On ne peut pas se permettre de perdre espoir. On doit continuer. Pour les Gazaouis, pour les Palestiniens, ils ont besoin de nous. Puis notre présence, le fait de pouvoir parler quand eux ne le peuvent pas nécessairement, c'est de la solidarité, puis c'est ce qui leur permet de garder espoir aussi. Vous êtes bien admirable, Dr McMahon. Merci d'être là et merci de nous avoir parlé ce soir. C'est une bien triste journée dans la mesure où c'est le début du 6e mois de cette guerre et on a peu d'espoir qu'une entente de cessez-le-feu se ratifie dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.